Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Survivre à la thèse. Donc, on va vous présenter un peu les différentes étapes de la thèse, donc de la rédaction de votre thèse. Je pense qu'on peut démarrer. Euh, je me présente, je suis Dr Yasmine Bezaz, responsable de programme au sein du département d'administration des affaires de l'école doctorale du NICAF. On a avec nous également Dr Clément Ndida, qui est le directeur du département d'administration des affaires. Je vais partager mon écran et puis on pourra démarrer. Donc, j'imagine que vous êtes inscrits à différentes étapes, peut-être de la thèse, peut-être que vous êtes encore au niveau des modules enseignés, mais quelle que soit la situation, donc cette présentation, j'espère, vous sera utile donc, pour les étapes spécifiquement qui viennent après, donc qui viennent après les modules enseignés, donc les étapes de la thèse. Et puis, je voudrais aussi vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser dans la section Q&A, donc Q&A, en bas. Donc, vous allez la trouver dans la barre en bas. Donc, laissez vos questions. Si vous avez aussi des conseils peut-être à partager avec vos camarades, si vous êtes déjà passé par l'une de ces étapes de la thèse, donc n'hésitez surtout pas. Alors, laissez-moi juste partager mon écran. Hop. Très bien. Donc là, vous êtes en train de voir la partie numéro 1 de la thèse de doctorat en administration des affaires. Donc, chaque partie est structurée en général autour ou pendant 24 semaines, donc 6 mois à peu près, et vous permettra de rédiger ou d'arriver à compléter la rédaction d'un chapitre de votre thèse ou de deux pour la partie 4 spécifiquement. Donc, on a une structure semaine par semaine qui nous permet petit à petit donc, de rédiger différentes parties de notre thèse. Donc, durant cette semaine, on a une petite introduction durant ce module, on a une petite introduction qui nous permet de voir un peu justement les différentes activités, les activités principales donc il va falloir compléter pendant ce module. Ces activités vont être divisées donc en activités formatives, en activités sommatives. Donc ici, il faut bien entendu pouvoir soumettre toutes les activités, hein, même si elles sont formatives, parce que c'est ces activités bout à bout finalement, vont nous permettre donc de pouvoir compléter ou arriver à rédiger donc le chapitre 1. Et puis, les activités sommatives sont celles qui doivent absolument être approuvées et validées, donc avec une note supérieure à 80 par votre directeur de thèse, votre encadreur. Donc, on va revenir sur chacune de ces activités une à une. Après, encore une fois, donc voilà quelques instructions. Donc, une remarque ici importante que j'aimerais quand même souligner, c'est que à la fin de tout ce processus, vous allez devoir pardon, produire un travail original qui va donc être situé entre 80 000 et 100 000 mots. Donc là, c'est ce qu'on attend de vous. Il faut aussi que le taux de Turnitin, donc le taux de similarité, en gros, avec d'autres travaux, ne dépasse pas les 10%. Donc c'est pour ça qu'il est très, très important de ne jamais donc télécharger ou soumettre votre travail sur un outil, sur une plateforme quelconque, sur Internet ou dans une autre base de données, parce que sinon, le taux donc, va être très élevé. Il va falloir donc prendre les mesures nécessaires pour peut-être supprimer donc votre travail de cette base de données. Ça peut demander des mois. Donc là, c'est très, très important. On ne va pas vous permettre de passer aux étapes suivantes. Déjà, si les chapitres individuellement donc, dépassent les 10%, et puis si la thèse à la fin aussi dépasse les 10% de taux de similarité. Donc ça, c'est très, très important, c'est absolument essentiel.
Ensuite, on vous recommande toujours, donc vivement, d'aller visiter la section études doctorales dans le centre d'aide aux étudiants. Donc là, cette section va comporter des guides utiles, donc spécifiquement pour nos doctorants, des enregistrements aussi de webinaires comme celui-ci ou d'autres webinaires qui pourraient être utiles. Des instructions, les modèles aussi, donc des différents chapitres. On y reviendra, donc absolument nécessaire. Allez visiter donc, le centre d'aide aux étudiants. Il y a aussi une section pour l'anglais académique qui peut vous aider aussi à pratiquer, comme aujourd'hui beaucoup de recherches se font en anglais. C'est très important de pouvoir, autant que possible, maîtriser ou au moins s'exercer à cette langue pour vos recherches, votre revue de la littérature, votre discussion, etc., etc. Vous pouvez également consulter les tâches du directeur de thèse, le gestionnaire de citation. Comme je disais tout à l'heure, tous les modèles sont aussi attachés dans le centre d'aide aux étudiants. Donc ici spécifiquement, comme on est à l'étape 1, vous allez pouvoir télécharger le modèle de thèse du chapitre 1. Donc c'est comme ça qu'on attend, ou c'est le modèle qu'il va falloir soumettre, hein. Donc votre chapitre 1 doit être rédigé selon ce modèle-là fourni par Unicaf. Donc cette partie comporte également un guide des normes de l'EPA, donc la 7e édition, et le guide de l'étudiant de l'école doctorale qui est sans cesse mis à jour pour justement ajouter des sections s'il y a des problématiques nouvelles qu'on constate, on le met constamment à jour, donc chaque semaine, chaque mois. Donc c'est important. Et si jamais vous avez des questions aussi, il se peut, enfin, très probablement, les réponses à ces questions se trouvent au niveau du guide de l'étudiant. Très bien. Ensuite, on a donc une section qui est dédiée aux exigences en matière de publication des travaux de recherche pour les doctorants. Il faut savoir que pour l'université ou pour le campus du Malawi, duquel vous dépendez, donc avec le programme d'administration des affaires de PhD, euh, il faut publier au moins un article pour pouvoir valider sa thèse, donc pour pouvoir obtenir son diplôme de doctorat. Donc, euh, je veux bien que vous lisiez ces exigences. C'est vrai que vous n'allez probablement pas publier à la première étape de la thèse parce que, il y a encore du chemin à faire, il faut encore collecter les données, etc. Mais c'est bien de déjà commencer peut-être la réflexion, d'aborder le sujet aussi avec votre directeur de thèse ou votre directrice de thèse, d'avoir un plan, également de faire la liste peut-être des revues auxquelles vous voulez envoyer votre article potentiel, hein, par la suite. Et également consulter aussi justement le guide d'UNICAF pour éviter les revues prédatrices, pour faire en sorte que la revue à laquelle vous envoyez votre travail est une revue qui respecte un peu toutes les consignes de l'université. Donc, vous pouvez consulter cela et on y reviendra aussi. Les directives pour le directeur de thèse, hein, donc c'est pour les directeurs de thèse spécifiquement. Ensuite, on va commencer par la semaine 1, donc semaine 1, 2 et 3, où il va falloir soumettre votre proposition de recherche, hein. Donc, vous avez déjà travaillé sur cette proposition de recherche au cours du premier, avant même, hein, d'être admis à l'université. C'était d'ailleurs la base de votre admission. Et là, cette proposition initiale nous servait justement à évaluer votre capacité à poursuivre des études doctorales et aussi a probablement servi de base à votre allocation, à un encadrant, à une encadrante de thèse. Donc, c'est sur la base d'intérêts communs qui sont présentés très concrètement justement dans cette proposition de recherche. Donc là, le but de cette première semaine ou de ces 3 premières semaines, c'est effectivement de pouvoir finaliser la réflexion, maintenant que vous avez justement un encadrant, une encadrante, vous allez pouvoir les inclure dans la discussion autour de ce que vous comptez faire et faire une proposition de recherche sur laquelle vous êtes tous les deux d'accord et qui correspond encore une fois à la direction que vous souhaitez prendre avec votre travail. Donc, n'hésitez pas à, encore une fois, discuter
avec votre encadrant. D'ailleurs, hein, donc, ce que l'école recommande, un minimum d'une rencontre par mois, donc entre les étudiants et leurs encadrants. Donc voilà, n'hésitez pas, essayez d'organiser une réunion Zoom, une réunion sur Google Meet ou sur tout autre outil de visioconférence, discuter donc de cette proposition et finaliser pour pouvoir la soumettre à ce stade. Ici, pour vous aider, on va vous proposer justement des instructions pour la rédaction d'un projet de recherche. On va vous donner également des exemples de projets de recherche réussis et des exemples de projets de recherche non réussis pour vous donner une idée sur ce qu'on attend encore une fois de voir à ce stade. Vous pouvez utiliser le modèle aussi de projet de recherche. Il faut savoir qu'il y a des modèles pour beaucoup de ces étapes qui vont vous aider tout simplement à insérer votre texte en suivant les instructions du NICAF. Et tout au long, en général, de nos modules, il y a des rappels par rapport à l'intégrité académique. Ça aussi, c'est très important. Il faut absolument consulter ces guides donc, qui vont vous aider à écrire et à produire un travail académique rigoureux, intègre, qui évite le plagiat, qui respecte aussi donc, les consignes d'UNICAF en matière d'usage de l'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir qu'il y a des usages qui sont tolérés par l'université, mais il y a aussi des usages qui sont absolument interdits. Donc, c'est très important de, encore une fois, se familiariser avec ces choses-là vraiment dès le début, dès la première étape, pour éviter de se retrouver à la fin avec un travail qui n'est pas conforme. Et puis, une fois que cela a été fait, eh bien, vous avez un lien pour déposer votre projet de recherche qui doit ensuite être noté par votre directeur ou directrice de thèse et approuvé donc sur la plateforme. La semaine 4, maintenant que vous avez un peu finalisé donc, cette réflexion par rapport à votre projet de recherche, il va falloir la présenter, hein, donc présenter cette proposition face à un jury. Donc c'est votre première, on va dire, mini-défense, mini-soutenance, donc qui a lieu à cette étape devant des représentants du département d'administration des affaires de l'école doctorale, donc un jury d'académiciens qui vont vous donner, qui sont là justement pour vous guider, pour vous donner un regard externe, parce qu'il y a le regard de votre encadrant effectivement qui est très important, mais des fois on a besoin aussi d'une perspective externe sur nos travaux, donc c'est le but de cette étape. Et pour ce faire, il va falloir préparer une petite présentation. Là encore, donc les modèles sont fournis, donc format PDF, format PowerPoint. Donc il va falloir juste remplir ces modèles avec des informations sur votre étude en suivant les instructions qui sont aussi précisées et puis déposer ce projet aussi, donc cette présentation pour que votre encadrant puisse encore une fois la valider de son côté. En parallèle, en général, donc ces processus-là se font en parallèle. Le processus de demande d'éthique de la recherche est aussi quelque chose de très important à ce stade. Donc là, c'est une demande qui se fait uniquement pour approbation provisoire. Ce n'est pas l'approbation finale d'éthique de la recherche. Cette approbation ne vous permet pas encore d'aller sur le terrain, de collecter des données. Donc, elle permet juste de faire valider un peu donc votre méthodologie, votre conception de la recherche. Donc, un tout premier stade, on va dire, toutes premières formulations de cette dernière. Et comme je disais, je rappelle encore une fois, je le redis, vous ne pouvez toujours pas collecter de données à ce stade où grâce à cette approbation, il faut attendre l'approbation finale d'éthique de la recherche qui est faite à la partie 3 donc, de la recherche, donc au module numéro 3. Donc ici, ce qu'il faut faire encore une fois, donc, c'est de remplir une demande donc d'approbation provisoire. On l'appelle la REAF. Donc, c'est un formulaire qui contient des données sur votre projet, votre sujet de thèse.
et sur la méthodologie, sur les outils donc, qui vont être utilisés, sur l'échantillon, sur l'inclusion, donc par exemple de personnes handicapées, sur la relation avec les participants, etc., etc. Donc une idée vraiment sur, encore une fois, les types de participants que vous avez, comment vous allez les recruter, comment vous allez les identifier, à travers quelle base de données, est-ce que vous allez avoir besoin de contrôleurs d'accès, est-ce que vous allez avoir besoin d'approbation de ministères ou euh, de comités éthiques locaux peut-être. Donc c'est important de commencer à identifier ces choses-là dès ce stade, parce que c'est des choses qui prennent du temps en général. Par exemple, je parle notamment des approbations locales, régionales ou nationales. Donc, autre le comité éthique du NICAF. Donc, des fois, pour certaines recherches, pour certains pays. Donc, il faut obtenir ces approbations. Si on conduit ou si on mène des recherches aussi, donc dans des institutions publiques, le plus souvent, il faut obtenir aussi des approbations des ministères concernés. Pas le plus souvent, hein. Dans tous les cas, en général, donc il faut faire attention si vous menez des études sur des instances gouvernementales à obtenir donc ces approbations-là ministérielles. Donc, c'est le moment d'identifier justement donc ces approbations si elles sont nécessaires, d'en informer l'école et de se donner le temps aussi de les obtenir. Hein, donc, parce que ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Euh, donc, il faut juste savoir, hein. Je ne dis pas d'aller les chercher, donc déjà à ce stade, d'aller demander les approbations, mais au moins de les identifier à ce stade. Et donc, voilà, donc une fois, et en prenant en compte bien sûr toutes les directives éthiques donc internationales pour la recherche qui impliquent des êtres humains, en lisant les guides donc, qui sont fournis ici aussi, donc vous allez pouvoir formuler une demande d'éthique qui est conforme aux standards internationaux et qui sera à même d'être acceptée, justement d'être approuvée par le comité d'éthique du NICAF. Donc voici, donc vous trouverez les formulaires bien sûr que vous pouvez télécharger. Il va les falloir aussi donc comme je disais donc les faire approuver donc par votre encadrant ou votre encadrante. Il va falloir aussi les soumettre à l'école, hein, donc parce que même si votre encadrant les a approuvés, il faut que le comité aussi le fasse. Et donc on va vous demander donc en plus de les soumettre ici euh, sur l'environnement d'apprentissage en ligne, de les soumettre également donc à l'école à travers un lien, donc Google Form, un questionnaire, un formulaire. Donc là, le comité se chargera ensuite de l'examen, de l'évaluation et de l'approbation. Et justement, c'est tout le but de la semaine 8. Hein, donc, c'est le comité ici qui va vous donner votre approbation. Une fois que votre décision est obtenue, il faut soumettre le formulaire qui va être approuvé aussi donc sur le lien correspondant et le faire valider par votre encadreur. Très bien. Semaine numéro 9, donc c'est le tableau de gestion de projet. Donc c'est un tableau qui vous permet de concrètement vous situer, vous projeter un peu en décrivant les différentes étapes donc qui vont vous aider à achever donc cette première partie. Donc c'est pour votre organisation du temps, on va dire. Donc euh, qui doit être bien entendu donc faisable donc et d'un côté pratique et qui sera aussi approuvé par votre directeur de thèse, donc très important. Semaine 10 et 11, donc là, ces semaines-là sont consacrées au développement de votre énoncé du problème, donc de recherche et du but de votre étude. Donc là, c'est très, très important de commencer déjà ou de commencer à peut-être par substancier un peu donc, votre énoncé en le basant sur de vraies lacunes de recherche qui existent, des lacunes pratiques, oui, des lacunes aussi académiques. Et donc, c'est très important de soumettre aussi donc cet énoncé en se basant peut-être en utilisant le matériel de révision qui est fourni donc à cette section, au niveau de cette section.
La semaine 12 et la semaine 13, c'est là où on va plutôt donc, réfléchir à notre objectif général et aux objectifs spécifiques de la recherche. Là aussi, c'est très important. Donc, vous voyez un peu comment cette partie euh, est un peu le guide, on va dire, du reste de votre travail doctoral. Donc, c'est à travers un peu ce travail qu'on arrivera à ensuite donc aller travailler de manière plus fluide parce qu'on a déjà une ligne directrice qui est très claire. Donc, pareil pour la semaine 14 et 15, où on va se concentrer sur les questions de recherche et les hypothèses. Donc, les questions de recherche vont probablement être le miroir de vos objectifs. Les hypothèses vont découler de votre modèle conceptuel et vont inclure vos variables. La semaine ou les semaines 16, 17 et 18, on va rédiger donc la nature et l'importance de l'étude. Et enfin, on va compiler tous ces éléments pour soumettre le chapitre 1. Donc, l'ensemble du chapitre 1 euh, donc de notre thèse. Ici, là encore, veuillez vous référer au modèle, donc au modèle qui est fourni, donc tout en haut, et qui se trouve aussi dans le centre d'aide aux étudiants, donc dans la section modèle de thèse et directive. Au sein du modèle, il y a donc des instructions sur, par exemple, le nombre de mots qui est attendu, sur ce que chaque section doit comprendre, mais en principe, donc, si vous avez rempli les sections précédentes, hein, donc aux semaines précédentes, donc, ici, le travail sera plutôt un travail de compilation. Et puis, à la semaine 24, il va falloir remplir et soumettre le rapport de la partie 1 de la thèse. Donc, il va tout simplement décrire les activités qui ont été menées au cours de cette partie. Donc, c'est un rapport qu'on demande à la fin de chaque phase de la thèse, de chaque partie de la thèse, qui doit aussi être rempli donc par votre encadrant. Donc, il doit être rempli par vous deux, d'abord par vous, puis soumis, puis votre encadrant va le télécharger, va le soumettre aussi, enfin le remplir et le soumettre aussi. Et enfin, une dernière section qui est dédiée cette fois-ci au recueil de votre expérience. Hein, donc, un petit forum pour partager vos réflexions, pour partager peut-être encore une fois des commentaires, des conseils pour le reste de vos camarades. Donc, c'est un forum donc pour le partage qui est bien sûr toujours le bienvenu parce que ça aide non seulement l'école, mais aussi peut-être les autres doctorants donc, qui viendront avec vous, qui sont inscrits en même temps que vous. Donc, c'est l'occasion de créer des liens avec eux. Donc, voici la partie 1. Donc, on va passer à présent à la partie numéro 2. Une fois que vous avez terminé cette partie, vous allez vous inscrire au deuxième module. Je ne sais pas si vous arrivez toujours à voir mon écran ou si je dois... Alors, je vais juste vérifier. Très bien, donc vous voyez toujours mon écran. Donc, partie 2. Euh, donc là, concrètement, cette partie, c'est la partie de revue de la littérature. Ok. Donc ici, on a encore 6 mois, 24 semaines. Donc, chacun va le faire à son rythme. Il y a des personnes donc, qui vont peut-être donc compléter ce module en moins de temps. D'autres personnes qui vont le compléter en plus de temps. Donc, ça dépend bien sûr du rythme de chacun. Donc, parce que c'est assez... donc, c'est une revue de la littérature qui doit être vraiment assez extensive. Ici, il va falloir identifier donc, beaucoup de choses en termes de théorie, en termes de travail d'autres auteurs aussi. Donc, on a là encore des tâches sommatives et des tâches formatives auxquelles il va falloir faire attention. Les tâches sommatives ici sont le cadre théorique, le plan de la revue de la littérature et le chapitre 2 lui-même. Donc voilà, une petite introduction de la même manière, hein, donc les mêmes un peu donc des rappels similaires, aussi des rapports spécifiques à cette partie. Toujours toutes les informations utiles au début, très important ici la bibliothèque en ligne, donc essayez de la consulter aussi et de chercher donc dans les bibliothèques qui sont fournies par UNICAF, donc des références pertinentes peut-être pour votre revue de la littérature, des articles ou des ouvrages ou des chapitres de livres.
N'hésitez pas non plus donc, à consulter le reste des guides, encore une fois. Et là encore, le modèle de la thèse pour le chapitre 2 est fourni en premier lieu. Un petit rappel toujours, encore une fois, pour les exigences en matière de publication. Et enfin, on commence par la semaine 1. Donc, comme je disais ici, il va falloir identifier donc les théories qui guident votre travail en principe, donc une ou deux théories principales qui vont vous aider à ensuite créer justement, parce que là, c'est un modèle théorique, mais il faut aussi, à partir de ce modèle théorique, créer un modèle conceptuel qui peut s'inspirer ces théories. Donc, quelles sont les théories qui vont guider encore votre questionnement, qui vont vous aider à interpréter ou à vos résultats, quelles sont peut-être les controverses théoriques qui existent donc, dans votre domaine d'études. Donc, c'est très important à ce stade d'essayer d'identifier ou de proposer donc cette ou ces théories donc, qui guident votre recherche à vous. Et là encore, il y a des matériels de révision donc à chaque étape pour vous permettre un peu de vous rafraîchir la mémoire donc par rapport à ces différents éléments. Et là, on va pouvoir soumettre justement notre cadre théorique. Semaine 4, qui était aussi une semaine sommative. Donc ici, c'est le plan de votre littérature. Là encore, c'est ce qui va vous guider toute cette partie de la thèse. C'est quelque chose qu'il est absolument essentiel de discuter avec votre directeur ou votre directrice de thèse. Et vous pouvez adopter vraiment l'approche qui vous convient ensuite ou qui convient à votre sujet. Beaucoup de personnes adoptent une approche en entonnoir. On va pas partir pardon, du général vers le particulier. On va aborder donc les théories un peu plus générales donc, par rapport au domaine, puis donc aller vers des théories plus spécifiques et choisir après cela donc les théories justement qui vont être utilisées par nous. Toujours justifier ses choix, hein, donc encore une fois, et ça c'est quelque chose qui est applicable à toute votre thèse, à tous les choix que vous effectuez donc, dans votre thèse, que ce soit les théories, que ce soit la méthodologie, donc tout ça doit être justifié. Il faut pouvoir répondre à la question pourquoi ce choix, donc par rapport à tout ce que vous allez avancer. Donc, une fois que vous avez soumis ce plan, hein, donc c'est juste un plan, c'est une table des matières avec des titres de ce que vous allez aborder dans la revue de la littérature. Donc, vous allez le soumettre à ce stade et vous allez commencer donc, entre la semaine 5 et la semaine 22. Donc, vous voyez, vous avez 3 semaines pour chaque sous-sujet, donc pour chaque justement peut-être point de votre table des matières, peut-être grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5 et grand 6. Donc, vous avez c'est 6 sections et 3 semaines par section pour rédiger justement la revue de la littérature autour de ce sous-sujet. Et à la fin, voilà, vous allez pouvoir soumettre cela. Voilà, donc chaque sous-sujet un peu de la même manière. Et puis à la fin, vous allez pouvoir compiler là encore tout ça et soumettre votre chapitre 2 en utilisant le modèle qui a été partagé avec vous au tout début. Comme chaque module, on finit par le rapport de la partie de la thèse qui doit être rempli par vous, puis par votre encadrant et qui doit être soumis sur ce lien. Et enfin, une partie donc, pour les réflexions finales. Donc, vous allez partager encore une fois votre retour d'expérience par rapport à ce module spécifique. La partie 3 maintenant, et là, on commence un peu à entrer dans le vif du sujet, on va dire, parce que cette partie est en général et normalement la partie où vous allez pouvoir aller sur le terrain. Enfin, donc cette partie, encore une fois, comporte différentes activités. On va essayer de les dérouler une à une et puis des ressources, comme toujours, que vous pouvez consulter, ainsi que le modèle du chapitre 3 donc pour cette partie. Donc là, comme on va commencer la collecte uniquement après l'approbation finale éthique, on peut commencer à réfléchir sérieusement, effectivement, à publier, à la publication, parce que
à la fin, normalement, de ce module, ou entre ce module et le module suivant, on va obtenir les données terrain nécessaires et donc on peut publier quelque chose de concret par rapport à des résultats concrets donc, liés à nos données. Donc, très important peut-être de relancer la discussion avec votre encadrant, votre encadrante à ce stade. Donc, semaine 1, il va falloir donc, soumettre votre approche et votre conception de la recherche. Donc, quel type donc, de conception est-ce que vous allez choisir? C'est vrai que la plupart du temps, les études choisissent des méthodes ou des modèles, un modèle de méthode mixte, hein, donc avec une collecte de données pardon, quantitative et qualitative. Donc, on peut choisir. Et il faut aussi préciser quel modèle mixte. Est-ce que ce sera un modèle séquentiel, un modèle séquentiel exploratoire, séquentiel explicatif, donc, un modèle parallèle aussi. Est-ce qu'on va procéder à la triangulation ou pas? Donc, c'est des choix qui doivent être faits à ce stade et c'est des choix qui doivent être justifiés, encore une fois, et donc soumis à cette étape pour recueillir les commentaires de votre encadrant donc là-dessus. La semaine 2, donc une fois que cette première semaine est soumise, il faut aussi soumettre vos outils de collecte de données selon la conception choisie. Est-ce que vous allez, si vous procédez donc à une phase de collecte de données quantitatives, donc quelles sont ces données? Est-ce que vous allez utiliser un questionnaire? Comment est-ce que ce questionnaire sera donc utiliser aussi donc vis-à-vis de vos participants? Est-ce que vous allez utiliser des entretiens, des discussions de groupe, donc si c'est plutôt qualitatif ou de l'observation, et soumettre ces outils tels qu'ils seront justement utilisés pour collecter les données, donc avec une introduction par exemple qui explique votre sujet, qui explique aussi donc, les droits des participants en matière de confidentialité, d'anonymat, euh, en matière aussi de pouvoir euh, de pouvoir un peu aussi peut-être se désister donc en cours de route, donc tous les droits finalement des participants et puis voilà, les questions démographiques ainsi que les échelles de Likert par exemple pour un questionnaire ou alors les questions ouvertes pour un guide d'entretien ou un guide de discussion, de groupe de discussion. Donc, bien sûr, l'outil doit être approuvé par votre directeur de thèse. Et normalement, si vos outils sont prêts, donc vous êtes aussi prêt à soumettre ou votre demande finale d'éthique donc, au comité éthique qui doit valider justement ces instruments, ces outils de recherche. Donc là encore, consultez, s'il vous plaît, les directives internationales d'éthique, la politique de sécurité de la recherche de l'université UNICAF, télécharger encore une fois le formulaire du REC. Donc à ce stade, il y a un formulaire, il y a une REAF, hein, euh, encore une fois, donc c'est un peu un formulaire similaire à celui qu'on a donc dans la partie 1, sauf qu'il est un peu plus compréhensif, un peu plus détaillé, et qu'il y a des questions beaucoup plus, donc vous allez le voir, un peu plus poussées. Outre le formulaire REAF, il y a aussi un formulaire donc pour euh, les lettres, on va l'appeler le template, le modèle de lettres de contrôleur d'accès. Donc là, c'est si vous avez besoin de l'approbation de la structure dans laquelle vous allez mener donc la collecte de données. Donc, par exemple, si vous collectez vos données dans une entreprise, donc c'est absolument nécessaire, bien sûr, en général, d'avoir la signature du directeur ou d'un manager, du manager RH peut-être, ou du PDG ou autre. Donc là, cette lettre de contrôleur d'accès avec l'entête du NICAF, donc un modèle est fourni, bien entendu, donc vous devez juste remplir certaines parties entre parenthèses. Et le soumettre donc, dans la candidature éthique, parce qu'on doit, ou l'école, le comité éthique doit revoir ce formulaire. Il y a aussi un formulaire de consentement éclairé.
Donc, c'est le formulaire que vous allez donner cette fois-ci à vos participants, donc aux personnes qui vont répondre, par exemple, à votre questionnaire ou ou participer à vos entretiens. Donc avec des informations sur l'étude, avec la durée par exemple, de la collecte, combien est-ce qu'il va leur falloir rester, s'asseoir, par exemple, pour l'entretien, combien il leur faut de temps pour remplir le questionnaire. Et cette lettre ou ce formulaire de consentement éclairé doit être signé par les participants et vous devez nous le fournir après comme preuve que vos participants ont donné leur consentement avant de participer à votre étude. Donc ça aussi, je le souligne, encore une fois, il est absolument nécessaire de donner la preuve du consentement de vos participants. Et l'école revoit donc toutes ces lettres de consentement, donc une à une vraiment, donc après, quand vous soumettez donc vos données. Et enfin, vos outils, bien sûr. Donc, on a ces quatre éléments. Donc, la réaf, la lettre du contrôleur d'accès remplie, donc adaptée à votre étude, le formulaire de consentement éclairé aussi rempli, adapté à votre étude, et vos outils. Donc, ces quatre choses, ces quatre éléments sont un peu sans la candidature UREC à l'étape numéro 3 que vous allez soumettre au comité qui doivent être approuvés. Donc, ils doivent être approuvés, bien sûr, par votre encadrant, avant, et puis qui doivent être approuvés aussi donc, par l'école. Et toujours en parallèle, quand il y a, pardon, quand il y a une candidature UREC, donc en général, en parallèle à cela, il y a une soutenance aussi. Et donc, c'est la deuxième soutenance deuxième réunion d'évaluation donc, que vous devez faire en face du jury de l'école à l'étape 3. Donc, il va falloir, encore une fois, préparer une présentation. Vous avez tous les modèles ici, donc les modèles de présentation. Donc là, comme c'est un stade un peu plus avancé, donc il va falloir présenter aussi des choses un peu plus avancées et obtenir les commentaires, le feedback de votre jury pour améliorer votre travail, pardon, pour avoir ce regard externe sur votre travail. Donc, le comité éthique, en parallèle, va évaluer, comme je disais, votre candidature et donc va vous donner des commentaires, des retours peut-être sur certaines sections de vos formulaires, sur peut-être vos outils, etc. Donc, il faut, très très important, donc il faut attendre l'approbation finale avant de collecter les données. Vous n'êtes absolument pas autorisé à collecter vos données avant l'approbation finale de l'UREC. Semaine 7, donc là vous allez fournir une description plutôt de votre population, donc, et puis les calculs qui vous ont aidé à sélectionner votre échantillon. Comme je disais, tous les choix doivent être justifiés, c'est le cas aussi pour votre échantillon, donc qu'il soit quantitatif ou qualitatif, il faut pouvoir répondre à la question pourquoi. Donc c'est assez simple, on va dire, pour la partie quantitative, parce qu'il y a des formules qu'on peut utiliser pour calculer nos échantillons. Il y a des logiciels aussi qui sont utiles pour cela. Pour la partie qualitative, on peut se baser sur des études similaires pour justifier notre choix. Bien sûr, le principe de saturation va vous guider aussi, mais très important donc de soumettre cette partie, qu'elle soit aussi bien justifiée. Donc, il y a toujours encore une fois du matériel de révision pour cette soumission, avant de cette soumission. Le processus de collecte de données, donc là encore, donc après avoir obtenu votre approbation finale du comité d'éthique, vous pouvez commencer à collecter vos données. Donc ce processus-là, comme vous le voyez, va durer 6 semaines en moyenne, bien sûr. Hein, donc c'est une recommandation. Il se peut que vous ayez besoin de plus de temps et donc là, il est très important de demander une extension. À l'école. Donc, il me semble qu'il y a une activité donc, spécifique donc pour l'extension. Donc, et donc, voilà, donc là, vous allez aller concrètement sur le terrain, utiliser vos outils euh,
et collecter donc les données nécessaires et puis nous fournir un petit résumé de votre collecte de données. Semaine 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, après avoir collecté vos données, il va falloir les importer dans un logiciel d'analyse. Si c'est des données quantitatives, donc on vous propose les logiciels suivants, donc SPSS qui est payant ou une version gratuite aussi. Donc il y a PSPP, il y a Jamovi par exemple, qui sont des logiciels quantitatifs gratuit. Pour les logiciels qualitatifs, en général, c'est NVivo pour la version payante et Target pour la version gratuite. Donc, ce processus prend un peu de temps. Donc, c'est pour ça, vous voyez un peu, là encore, on a accordé pas mal de semaines à ce stade, puisqu'il faut importer les données, il faut les nettoyer. euh, et donc, ça peut prendre, voilà, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, soyez attentifs et soyez rigoureux à ce stade. Semaine 19, donc c'est la soumission des techniques d'analyse de données. Comment est-ce que vous allez analyser ces données? Donc, il y a un peu de confusion souvent entre technique d'analyse et logiciel. Un logiciel n'est pas une technique d'analyse, c'est quelque chose qui vous permet d'utiliser des techniques d'analyse donc de vos données. Donc là, il faut très concrètement nous dire comment est-ce que vous allez analyser vos données, quel type de statistiques, qu'est-ce que vous allez mener, par exemple, sur vos données quantitatives, quel type d'analyse qualitative, par exemple l'analyse thématique ou autre, est-ce que vous allez mener sur vos données qualitatives. Donc, vous avez encore une fois, du contenu de révision donc, pour vous aider à ce stade. Semaine 20, 21, 22 et 23, donc c'est la soumission de votre chapitre 3. Donc pour encore une fois compiler tout ce qui a été fait auparavant et puis euh, donc pour pouvoir un peu voilà, donc ici c'est comme vous voyez c'est vraiment un chapitre qui est beaucoup plus méthodologique, donc à 100% par rapport à la méthodologie donc qui est important. Et à la fin, il y a aussi le rapport, comme toute autre partie, donc le rapport de la partie 3 de votre thèse. Donc à savoir que même si vous n'avez pas collecté toutes vos données, hein, donc même si vous n'avez pas collecté toutes vos données, donc à la semaine 8, 9, 10, 11 et 12, vous pouvez toujours donc, soumettre le reste des parties, donc les semaines 14 à 18 et la semaine 19 ainsi que le chapitre 3 et continuer à collecter vos données donc après avoir validé ce chapitre et peut-être avant de vous inscrire au chapitre 4, au module 4 suivant, donc prendre le temps nécessaire pour compléter donc votre collecte avant peut-être de vous inscrire au chapitre 4. Je passe justement au chapitre 4. Donc là, voyez, votre thèse commence à prendre forme normalement. Donc, voilà, c'est assez enthousiasmant donc, d'arriver à ce stade, parce que c'est la dernière étape, on va dire, vraiment de rédaction, en tout cas, donc, de la thèse. Et donc, c'est une étape qui va vous aider. Cette fois-ci, c'est le seul module où on va rédiger plutôt deux chapitres, le chapitre 4 et le chapitre 5. Vous voyez les différentes activités, certaines sommatives, certaines formatives. Euh, et là, donc, c'est aussi là où on attend de vous de partager non seulement vos résultats, mais aussi vos données. Donc, on va y revenir. Donc, vous trouverez ici les différents modèles, là encore, et puis des ressources. Donc à ce stade, il faut commencer à réfléchir sérieusement à publier votre travail. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, donc c'est très très important de rédiger un article et de le soumettre. Je commence à la semaine 1, 2 et 3. Donc là, vous allez finaliser justement votre collecte de données primaire et donc importer les analyses. Donc on a encore une fois quelques matériels de révision, donc à ce stade, pour vous aider. Et puis, justement, parce que comme vous avez donc collecté les données nécessaires, il faut que le comité d'évaluation de l'école puisse jeter un coup d'œil donc à ces données et aux différents éléments requis. Donc, vous devez soumettre votre rapport de la collecte de données. Donc, c'est là où vous nous expliquez quels outils est-ce que vous avez utilisés, combien de participants ont répondu à quel outil. Et puis voilà, donc vraiment des informations sur votre échantillon et sur
outils, les instruments qui ont été utilisés, pour quelle méthode, quantitative ou qualitative. Il va falloir soumettre et télécharger les formulaires de consentement, donc tous les formulaires de consentement. Bon, par exemple, si vous avez envoyé ou partagé des questionnaires pour la collecte avec 300 personnes, donc il va falloir soumettre 300 formulaires de consentement. Ils doivent bien sûr tous être différents les uns des autres, qui doivent être signés et datés par les participants. Donc l'école va vérifier que le nombre de formulaires de consentement éclairés correspond au nombre de personnes qui ont répondu, que vous avez donc annoncé donc, dans le rapport de collecte de données, et voir que justement les chiffres concordent pour nous assurer tout simplement que tout le monde a fourni son consentement, que les règles d'éthique ont été respectées dans ce sens. Il va également falloir soumettre vos données brutes, et donc les fichiers de vos données. Donc si vos questionnaires, par exemple, vos réponses à vos questionnaires sont sur Excel, donc il va falloir nous envoyer les fichiers Excel avec vos données brutes. Et là encore, on va s'assurer qu'il y a autant d'entrées, donc de personnes qui ont répondu donc, à votre questionnaire, par exemple, que de personnes qui ont fourni ou signé les formulaires de consentement, et autant de personnes que vous avez déclarées dans votre rapport de la collecte de données. Et pareil pour les données qualitatives, donc il faut soumettre cette fois-ci ce qu'il faut enregistrer, ou transcrire, hein, donc il faut faire une transcription de vos entretiens. Donc, il faut soumettre les enregistrements audio des entretiens, par exemple, qualitatifs, et les transcriptions de ces entretiens. Donc, normalement, pour les données qualitatives, c'est pas mal aussi de matériel, c'est beaucoup de pages en général. Donc, pour un seul entretien, il se peut que ce soit 10 pages de contenu, de texte qui sont transcrits dans ces fichiers. Donc, il faut soumettre aussi ces fichiers, parce que là encore, une vérification est nécessaire. Et si des autorisations institutionnelles étaient nécessaires, il faut aussi nous soumettre ces autorisations-là, signées, tamponnées donc, par l'autorité nécessaire. S'il a fallu une approbation d'un comité d'éthique de la recherche locale, c'est le cas aussi donc, pour certains pays qui ont leur propre comité éthique, ou pour certaines régions. Il faut nous soumettre donc, cette approbation que vous avez reçue, signée aussi, datée, tamponnée. Si, comme je disais, vous allez collecter vos données auprès d'une agence gouvernementale ou d'une instance gouvernementale, ou d'une instance publique, donc il faut l'approbation du ministère concerné aussi, donc de la même manière, signée et datée, tamponnée. Et puis les lettres des contrôleurs d'accès aussi, et là c'est les directeurs en général des entreprises, par exemple, dans lesquelles vous menez vos recherches, donc ils doivent signer la lettre du contrôleur d'accès, le modèle qui est fourni par l'école, qui a été rempli par vos soins et soumis à l'étape numéro 3. Et ou toute autre lettre de contrôleur d'accès nécessaire, hein. Donc, des fois, les contrôleurs d'accès sont une chambre de commerce qui vous donne, par exemple, qui vous donne accès à sa base de données d'entrepreneurs. Donc là, c'est un contrôleur d'accès, donc il va falloir là aussi leur faire signer cette approbation, cette lettre. Donc voilà, assurez-vous juste que tout soit cohérent, que, que tous les chiffres, toutes les lignes concordent. Voilà, donc il faut s'assurer que tout est bon. Et puis de toute façon, l'école repassera après et vérifiera. Mais c'est bien aussi de faciliter le travail, et de s'assurer que vraiment tout est propre, tout est clair, que les données, même si elles sont brutes, elles sont propres, sont bien labellisées, ne sont pas voilà, confuses comme ça. Donc nous aussi, de notre côté, on peut rapidement approuver donc, les choses et vous permettre d'avancer aussi très, très rapidement. Donc voilà, vous avez des liens pour justement les soumissions de tous ces éléments dont on a parlé ici, donc qui seront revus par votre encadrant aussi et par l'école. À la semaine 4, 5, 6 et 7, donc c'est là commence l'analyse des données primaires. Donc vous avez du matériel de révision pour les analyses qualitatives et quantitatives. Et puis une fois que vous avez analysé les données, il faut soumettre vos rapports de résultats et de fiabilité des données. Donc normalement, pardon, vous avez déjà, par exemple, si vous avez utilisé des questionnaires
qui existent déjà, donc vous allez juste adapter donc à votre contexte, il faut les prétester. Pour tous les outils, hein, donc quel que soit le questionnaire, il faut faire des tests de fiabilité en général, de validité aussi, donc si vous créez votre propre questionnaire. Donc là, c'est l'occasion de soumettre justement les résultats de ces analyses de fiabilité de vos résultats. Donc, vous avez certaines orientations aussi pour la communication des résultats et la fiabilité des données. Et il faut aussi, pardon, à ce lien aussi, donc, soumettre vos résultats eux-mêmes. Donc, les résultats de votre, euh, pardon, les résultats du test de vos hypothèses, donc les statistiques inférentielles que vous avez menées, ou alors les analyses thématiques que vous avez faites pour la partie qualitative. Et puis, à la semaine 10 et 11, il faut évaluer ces résultats. Donc là, on se reconnecte à la littérature. C'est concrètement votre discussion. Donc, comment est-ce que nos résultats se situent par rapport à ce que les autres chercheurs ont fait à leurs conclusions, à leurs propres résultats? Est-ce qu'on a obtenu des résultats similaires? Au contraire, est-ce qu'on contredit leurs résultats? Donc, c'est l'occasion un peu d'interpréter, donc, du point de vue de la littérature qui existe, donc les résultats de votre étude. Et puis, à la semaine 12-13, donc les implications. Donc, quelles sont les implications de votre recherche, hein, donc, comme le nom l'indique. La semaine 14 et 15, donc c'est les recommandations. Et là, c'est plutôt les recommandations pour la pratique, pour les praticiens. Donc, qu'est-ce que vous leur recommandez au vu de vos résultats? Semaine 17 et 16, c'est les recommandations pour les recherches futures. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous recommandez aux autres chercheurs ou enfin, qu'est-ce que vous recommandez à la communauté scientifique en général, comme intérêt ou comme lacune peut-être que votre étude n'a pas encore couverte et donc il faut qu'il s'intéresse justement peut-être à ces lacunes. Donc c'est aussi très important. Et enfin, semaine 18 et 19, ce sont les conclusions de la recherche. Donc, au vu donc, de vos résultats, votre évaluation, donc comment est-ce que vous interprétez les choses, quelles sont un peu les conclusions finalement, les conclusions finales, les grandes lignes de votre recherche. À la semaine 20, donc c'est une semaine de préparation un peu donc, pour, euh, voilà, donc pour tout simplement commencer un peu cette fois-ci à compiler vos chapitres 4 et 5. Donc vous avez encore les modèles qui sont disponibles. Donc, chaque chapitre comporte une partie donc, de tout ce qu'on a vu dans les semaines précédentes. Donc, il faut juste les séparer. Donc, avec le chapitre 4 avec les sections correspondantes et le chapitre 5 avec les sections correspondantes. Et enfin, donc, une fois que ces chapitres soumis, donc on a un petit rappel, une petite note de préparation à l'examen de thèse de doctorat. Donc là encore, les choses se concrétisent encore un peu plus parce qu'à ce stade, il faut préparer sa soutenance. Et il y a tout un module qui vient ensuite, donc il y a un module justement dédié à, euh, à la préparation, justement, c'est le module final donc d'examen de thèse où on va vous convier à une réunion, par exemple, de pré-soutenance. Donc, c'est comme une soutenance fictive, donc, qui va vous aider à vous préparer à la soutenance finale. Donc, en fait, il y a tout un webinaire qui est dédié à ce sujet. Donc, vous allez pouvoir voir l'enregistrement. Je pense qu'il est disponible sur le centre d'aide aux étudiants ou y assister aussi quand on va en organiser un autre bientôt. Mais je vais vous donner juste un petit rapide coup d'œil sur ce module. Mais en tout cas, donc, il y a un webinaire qui est entièrement dédié à ce dernier module. Semaine 24, encore une fois, le rapport de la partie, comme tous les autres modules, et une section pour les dernières réflexions. Donc, je vous montre très, très rapidement le module d'examen de thèse de doctorat. Donc, comme je disais, il va y avoir une pré-soutenance, donc il faut finaliser la thèse, il va falloir nommer un examinateur externe, il y a les semaines donc, de présentation fictive, ce qu'on appelle le pré-viva, le pré-viva, et puis les documents nécessaires donc, qu'il faut soumettre donc, pour l'examen
Viva Voce. Donc là encore, c'est des choses, enfin, il faut par exemple s'assurer, donc à ce stade, que très important que vos données donc sont gardées, sont enregistrées dans un endroit sécurisé. Il ne faut surtout pas perdre vos données brutes, parce que vous allez être amené à les partager là encore avec l'école. Donc assurez-vous de les sauvegarder soit dans un disque externe, disque dur externe, sur le cloud, dans Google Drive, de vous les envoyer par email. Mais il faut absolument ne pas perdre vos données brutes, vos résultats d'analyse. Donc, tout ça est très important à conserver. Donc, en général, hein, mais aussi pour pouvoir donc, le partager avec les personnes requises le moment venu. Donc, voilà un peu pour donc, les 4 parties de la thèse. Donc, maintenant, je vous invite bien sûr à poser vos questions. Donc, on est là pour y répondre. Donc le docteur Clément et moi-même donc, sommes à l'écoute, donc n'hésitez pas. Donc comme je disais, il faudrait poser les questions dans la section Q et A, sinon on ne pourra pas les voir. Donc si vous levez la main ou si vous envoyez un message, on ne pourra pas le voir. Donc s'il vous plaît, utilisez la section Q&A et merci. Euh, merci encore. Oui, je pense que c'est comme si nous n'avons pas de questions. Oui, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions, vraiment. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut conclure le webinaire. Donc, s'il vous plaît, ah, n'hésitez surtout pas. OK. D'accord. Bonjour, bonjour, Robert, merci beaucoup. Euh, Super, donc il semblerait que ce soit clair. Merci à vous deux. Euh, et, hop, et Inès aussi. Donc voilà, je pense que c'est clair, hein. Donc, pour tout le monde. Et encore une fois, donc c'est un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à vous connecter au reste de nos webinaires. N'hésitez pas à consulter les enregistrements des webinaires précédents sur notre page sur le Centre des dos étudiants. Et en attendant, très bon courage hein, dans vos travaux, dans vos travaux respectifs. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Mhm. Merci.